Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie assez connue de nom, mais peut-être moins dans les détails. La maladie de Parkinson. Oui, bonjour. C'est vrai, on en entend parler, mais c'est souvent un peu flou. Exactement. Alors, notre objectif, avec les infos qu'on a, c'est de rendre ça plus clair, quoi, accessible pour tout le monde, même sans être médecin. Tout à fait. C'est important de démystifier un peu cette maladie neurodégénérative. Il faut savoir qu'elle est de plus en plus fréquente, surtout avec l'âge. On estime environ 2 à 3 personnes sur 1000 en France, hein, c'était les chiffres de 2020. Ah oui, quand même. Et ça touche plutôt après 50 ans, c'est ça? Et un peu plus les hommes. C'est ça, l'âge est le principal facteur de risque, et il y a une légère prédominance masculine, oui. Et l'impact sur la vie, il doit être énorme, j'imagine. La qualité de vie, le travail, les liens sociaux. Absolument. Ça altère progressivement la qualité de vie, ça peut rendre difficile le maintien d'une activité professionnelle, et ça impacte forcément les relations, avec une perte d'autonomie qui s'installe peu à peu. Et un point important, je crois, à dire tout de suite, on n'en guérit pas. Non, on ne peut pas guérir la maladie elle-même. Par contre, et c'est essentiel, on peut vraiment agir sur les symptômes et sur l'évolution pour améliorer la vie au quotidien. D'accord. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi concrètement la maladie de Parkinson? Ben, c'est une maladie où certains neurones, des cellules du cerveau, disparaissent progressivement. Ça se manifeste surtout par des problèmes de mouvement. Les fameux tremblements. Oui, les tremblements, souvent au repos. C'est un des signes classiques. Mais pas seulement. Il y a aussi une lenteur, une difficulté à initier les mouvements. On appelle ça l'akinésie ou bradykinésie. Et une certaine raideur dans les muscles, l'hypertonie. C'est un peu la triade classique. Tremblements, lenteur, raideur. Et pourquoi ces neurones meurent dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe? La cause principale, c'est la perte de neurones dans une zone très précise du cerveau, la substance noire. Ces neurones fabriquent la dopamine. La dopamine, on en entend souvent parler, c'est elle la clé. Oui, c'est un messager chimique essentiel pour contrôler les mouvements, pour les rendre fluides. Donc, moins de neurones dans la substance noire, ça veut dire moins de production de dopamine. Et c'est ce manque de dopamine qui cause les symptômes moteurs? En grande partie, oui. Ça crée un déséquilibre avec d'autres messagers chimiques, comme l'acétylcholine. Imaginez une balance, hein. La dopamine baisse, l'équilibre est rompu, et ça participe au tremblement et à la raideur. D'ailleurs, au microscope, on voit que cette substance noire perd sa couleur. Elle devient plus pâle. Et on trouve aussi des sortes d'amas de protéines anormaux, les corps de Louis. C'est complexe, mais je vois l'idée. Mais on dit souvent que Parkinson, c'est pas que les mouvements, il y a d'autres choses. Ah oui, absolument. Et c'est crucial de le savoir. Il y a beaucoup de symptômes non moteurs. Une fatigue intense, par exemple, qui n'est pas juste une fatigue normale. Des troubles du sommeil, de l'anxiété, une dépression. Ça peut arriver. Ah d'accord. Mais aussi la constipation, des douleurs. Et parfois, un signe très précoce, même des années avant les problèmes moteurs, c'est la perte de l'odorat. Incroyable ça. La perte d'odorat, on n'y pense pas forcément. Et il y a aussi des problèmes liés à la posture, à la marche. Oui, ce qu'on appelle les troubles axiaux. Ça touche l'axe du corps. La marche peut devenir difficile, avec des moments où les pieds semblent collés au sol, le freezing, ou au contraire une marche qui s'accélère avec des petits pas incontrôlables, la festination. Ça doit être très déstabilisant. Oui. Et puis la parole aussi peut changer, devenir plus monotone, moins claire, la dysarthrie. La déglutition peut être touchée, avec des risques de fausse route. Et la posture a tendance à se courber vers l'avant. Tout ça, c'est lié à l'atteinte d'autres zones du cerveau, pas seulement la substance noire. Et comment ça évolue cette maladie? J'imagine que c'est pas pareil pour tout le monde. Non, c'est très variable d'une personne à l'autre, mais c'est toujours progressif. Il y a souvent une phase où les neurones disparaissent mais sans symptômes visibles, puis les premiers signes apparaissent, on pose le diagnostic, ensuite il y a souvent une période, la lune de miel, où les médicaments marchent très bien. Une lune de miel? Oui, mais après quelques années, l'efficacité des médicaments peut devenir plus fluctuante. C'est les phases on, où ça va bien, et off, où les symptômes reviennent. Parfois, il y a aussi des mouvements involontaires qui apparaissent, souvent liés au traitement principal, la L-DOPA, et plus tardivement, les troubles moteurs, axiaux et parfois cognitifs peuvent s'aggraver. Comment on pose le diagnostic alors, si les débuts sont discrets? C'est surtout l'examen clinique. Le médecin va rechercher ces fameux signes moteurs, interroger sur l'évolution des symptômes, qui est lente. Parfois, on fait un test. On donne un médicament dopaminergique pour voir si ça améliore les symptômes. Ça peut aider au diagnostic. Et les examens, type IRM? L'IRM, c'est surtout utile pour éliminer d'autres maladies,
qui pourrait ressembler à Parkinson. Il existe un examen plus spécifique, le DAT-scan, qui montre bien la perte en dopamine, mais il est coûteux et pas toujours nécessaire. Parlons des traitements. L'idée, c'est de remplacer la dopamine qui manque. C'est ça, compenser le manque de dopamine. Le traitement de référence, c'est la levodopa, la L-dopa. C'est une molécule que le cerveau transforme en dopamine. On la donne toujours avec d'autres médicaments pour qu'elle arrive bien jusqu'au cerveau sans être dégradée avant. Et il y a d'autres options. Oui, il y a les agonistes dopaminergiques, qui vont stimuler directement les récepteurs de la dopamine. Il y a aussi des médicaments qui empêchent la dégradation de la dopamine qui reste, pour qu'elle agisse plus longtemps. Ce sont les inhibiteurs d'enzymes, comme les ICOMT ou les IMAOB. D'accord, plusieurs pistes médicamenteuses, Oui. mais j'ai lu aussi que les médicaments, ça ne faisait pas tout. Ah non, loin de là. C'est un point absolument essentiel. La rééducation est un pilier de la prise en charge. La kinésithérapie, c'est fondamental pour garder la souplesse, la force musculaire, travailler l'équilibre, la marche, éviter les chutes. Et l'orthophonie aussi, j'ai vu. Très important pour les problèmes de voix, d'articulation, mais aussi de déglutition. Et même pour l'expression du visage, qui peut devenir un peu figée, ou pour l'écriture qui devient petite. L'orthophoniste aide beaucoup. Et il ne faut pas oublier l'ergothérapie, L'ergothérapie, c'est pour aider la personne à rester la plus autonome possible dans ses activités de tous les jours, adapter le domicile, trouver des astuces, des aides techniques. C'est vraiment pour maintenir l'indépendance le plus longtemps possible. Donc on voit bien qu'il faut toute une équipe en fait. Le médecin, le kiné, l'ortho, l'ergo. Exactement. C'est une prise en charge qu'on dit pluridisciplinaire. Il faut y ajouter le pharmacien, qui joue un rôle clé dans le suivi du traitement, et souvent un soutien psychologique est nécessaire, autant pour la personne malade que pour ses proches. C'est un marathon, pas un sprint. C'est une bonne image. Donc pour résumer, si on veut retenir l'essentiel, Parkinson, c'est bien plus qu'une histoire de tremblement. C'est une maladie complexe, due à ce manque de dopamine, qui touche le mouvement, mais aussi plein d'autres fonctions. Voilà. Les traitements médicamenteux aident beaucoup à gérer les symptômes, à améliorer la qualité de vie. Mais ils ne guérissent pas. Et le soutien à côté, la rééducation, l'accompagnement, c'est tout aussi crucial. C'est très clair. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Face à cette maladie chronique qui impacte si fort et si longtemps les patients, leurs familles, et qui reste incurable aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut collectivement améliorer encore le soutien qu'on propose sur le long terme au niveau médical, mais aussi social? C'est le grand défi, effectivement. Comment accompagner au mieux, sur la durée, ces parcours de vie transformés par la maladie? Il y a encore beaucoup à faire. Et bien sûr, rappelons une chose importante, pour toute question personnelle, pour des conseils adaptés, il faut absolument consulter son médecin. C'est la seule personne habilitée à donner un avis médical personnalisé. Message essentiel. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.